Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire que nous avons intitulé le Dynamic Delivery ou comment tirer profit de votre documentation produit. Je vais attaquer très rapidement en me présentant et puis en présentant très rapidement la société pour laquelle je travaille, la société Antidote. Et puis, je passerai en revue tous les aspects importants qui permettent aujourd'hui, de nos jours, de faire de votre documentation technique, la documentation technique de vos produits, un atout pour votre entreprise. Voilà, alors sur la partie gauche, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'outil, vous avez la possibilité de poser des questions par chat. Vu que vous êtes assez nombreux à participer à ce webinaire, j'ai prévu en fait de répondre aux questions peut-être en fin de présentation, en lisant à tout le monde les questions posées par chacun, pour essayer de ne pas trop hacher la présentation et de garder un fil conducteur. Très bien, donc je vais me présenter, je suis Bruno Freycinet, je suis en charge de la commercialisation des solutions de l'éditeur de logiciels Antidote. Et j'ai un slide qui me permet de vous présenter très rapidement Antidote. Le but n'est pas forcément de passer beaucoup de temps sur qui nous sommes, puisqu'on veut aborder un sujet assez général qui est lié à des nouvelles possibilités que sont offertes par les outils logiciels, dont le nôtre, bien entendu, pour la partie de valorisation des contenus techniques. Alors Antidote, comme je l'ai dit, on est un éditeur de logiciels français. Le siège de l'entreprise est basé à Lyon et on est un spécialiste de tout ce qui est l'accès à l'information. Donc là, en l'occurrence, dans notre solution Fluid Topics, nous nous concentrons sur faciliter l'accès à l'information technique autour des produits délivrés par une entreprise. Et donc, nous sommes un spécialiste depuis 18 ans de l'accès à l'information. On fait toujours de moteurs de recherche. Vous verrez qu'il y en a un qui est inclus dans la solution Fluid Topics dont je vais parler aujourd'hui. Mais on est aussi spécialiste de nouvelles technologies telles que le machine learning et d'autres technologies qui nous permettent en fait de valoriser les contenus textuels de nos clients pour leur permettre de transformer toute cette matière informationnelle en un atout. Alors, quel est le contexte dans lequel nous intervenons sur ce webinaire? Le premier point très très important, c'est qu'un constat, aujourd'hui, quelle que soit l'activité d'une entreprise, délivrer un produit de bonne qualité est bien entendu un axe important pour réussir, mais ça ne suffit plus, parce que délivrer un produit, notamment des produits qui sont de plus en plus élaborés, de plus en plus innovants, de plus en plus techniques, nécessite à la fois une bonne qualité de ce produit, mais aussi une bonne qualité de l'information qui vient décrire ce produit, à différents stades. En fait, le premier d'entre eux, c'est le fait que les gens qui vont choisir un produit par rapport à certains de ses concurrents vont évaluer de plus en plus le fait de pouvoir avoir un descriptif du produit et juger de la qualité du produit aussi à travers la qualité de l'information qui est délivrée autour du produit. Donc la connaissance et les contenus techniques que l'on peut délivrer en même temps que le produit lui-même deviennent aussi critiques que le produit en lui-même et sa qualité. Bien entendu, ces critères-là sont importants pour l'acte de choix du produit, mais ils vont être aussi très importants pour toutes les autres phases, à savoir les phases d'installation, de réparation, d'entretien, de maintenance. Voilà, toutes ces étapes-là doivent être accompagnées par une information facilement accessible, utile, à forte valeur ajoutée, puisque aujourd'hui, le fait de pouvoir maintenir un équipement ou technicité en état de marche est très très critique, et donc l'accès à l'information qui permet de garantir cet état de marche est aussi très très critique. Alors autrefois, avant qu'on arrive à l'ère de la technologie de l'information, souvent cette information technique était délivrée sous un format classique papier,
Et puis, sur ce modèle-là, il y a des habitudes de travail qui se sont posées, des habitudes de travail notamment de pouvoir annoter des documents papier, y mettre des marque-pages de couleurs, y faire des remarques, des commentaires, voire, on verra par la suite, éventuellement faire des photocopies pour créer des dossiers personnalisés qui permettent d'intervenir. Et tout ça se faisait sous un format papier. Et cette habitude de travail, en fait, aujourd'hui, même si on digitalise la manière d'accéder à l'information technique, eh bien, les utilisateurs finaux ont toujours ces besoins-là et s'attendent à pouvoir avoir des équivalents digitaux de leur manière de travailler avec de la documentation qui était papier. Donc la situation dans la plupart des entreprises de nos jours, c'est que le fait de produire ces contenus techniques nécessite des investissements à plusieurs niveaux, des investissements en termes de personnel, les gens qui sont chargés de rédiger ces contenus techniques, mais aussi en termes d'outils, puisqu'il y a un certain nombre d'outils informatiques notamment qui permettent de créer ces contenus, avec des formats de plus en plus variés. Donc on parle de la documentation technique, mais on peut aussi dire qu'il y a de plus en plus de formats vidéo qui viennent compléter les contenus techniques décrivant un produit, des bases de connaissances, des outils de type PLM qui viennent schématiser ou décrire la conception des produits par eux-mêmes. Donc un ensemble d'informations, un ensemble de personnes qui sont chargées de créer cette information, et puis des outils et des processus qui permettent d'organiser cet ensemble d'informations. Et ce qu'on peut regretter de nos jours, c'est que bien souvent, en fait, cet investissement se finit avec une publication très bas de gamme, on va dire, qui est la publication de PDF, qui sont généralement posés sur un site web, intranet ou extranet, ou internet en fonction des contextes, mais bien souvent des formats qui sont assez restrictifs en termes d'accès à l'information. Chacun de nous a dû faire les frais au moins une fois de chercher de l'information dans un PDF, avec le moteur de recherche qui est inclus dans un PDF, c'est très peu tolérant, très difficile d'usage. Et puis reste le problème de, quand on a des équipements de grosse taille, de grande technicité, bien souvent il y a beaucoup de documents qui viennent décrire cet équipement. Et donc, avant de chercher dans un PDF, il faut déjà trouver le bon PDF, être sûr qu'il est dans la bonne version, que depuis la dernière fois que j'ai téléchargé, il n'y a pas eu une mise à jour faite. Et donc, en fait, tout ça étant très statique, l'investissement qui est fait en amont pour créer des contenus de qualité, les organiser de belle manière et mettre en place des processus et des gens formés pour créer ces contenus de belle qualité, tout cet effort est un peu gaspillé par l'étape finale qui est la mise à disposition de cette information technique. Et c'est un enjeu de plus en plus prégnant et qu'on a décidé d'adresser avec le savoir-faire d'Antidote et la solution de Photomax. Parce que bien souvent, en fait, une fois que la documentation a été créée, vous imaginez que les utilisateurs finaux, qu'ils soient internes ou externes, voit votre documentation comme cela, une belle armoire bien rangée avec des documents tirés au cordeau, très faciles d'accès. Et pourtant, malheureusement, bien souvent, en fait, ce que l'utilisateur qui ne connaît pas l'organisation de l'information que vous avez mis en place, qui découvre ça au moment où il en a besoin, et parfois c'est des moments un peu dans l'urgence, parce que ça peut être une question de maintenance ou de panne, et bien en fait, ce qu'il voit, c'est ça. Et c'est très très différent de ce que vous pensez lui mettre à disposition. Puis si on va un peu dans l'extrême pour sourire, parfois ils peuvent même ressentir ce genre de choses quand la documentation est très importante. Voilà, la plupart des utilisateurs peuvent se sentir tellement perdus que avant de commencer, ils baissent déjà les bras parce qu'ils savent que ça va être très très compliqué d'arriver à trouver dans ce magma d'informations ce qui peut leur être utile. Donc pour faire face à ce type de cauchemar et essayer de faire en sorte que ça ne soit pas le cas, eh bien en fait l'objectif est de proposer un accès à l'information
qui permettent de faciliter aux utilisateurs finaux le fait qu'ils ne trouvent par eux-mêmes l'information. Parce que si on n'arrive pas à atteindre cet objectif, et bien souvent, en fait, les utilisateurs appellent ce qu'on appelle les services support, les hotlines, ou les gens en charge de supporter les clients, et ça augmente les coûts de support de l'entreprise, en plus de faire des utilisateurs frustrés parce qu'ils savent que manifestement l'information est là quelque part, mais qu'ils n'arrivent pas à la trouver. Et puis bien souvent, ils baissent les bras, ils ne la cherchent même plus, ils n'essayent même plus de la trouver par eux-mêmes. Ils préfèrent tout simplement appeler parce qu'ils savent que ce sera un moyen plus efficace pour eux. Par contre, ce ne sera pas forcément plus efficace pour l'entreprise qui aura passé beaucoup de temps à créer des contenus, à les publier sous un format, certes pas forcément extraordinaire, un ou deux PDF ou quelques dizaines de PDF, mais au final, en fait, ils vont avoir ce coût-là plus le coût de répondre aux appels des utilisateurs qui ne trouveront pas l'information. Et puis le dernier aspect de ce mode de publication assez basique qu'est la publication de PDF ou de pages statiques, c'est qu'une fois que vous avez publié, en fait, que se passe-t-il derrière? Vous n'avez pratiquement aucun feedback. C'est-à-dire qu'une fois qu'une personne a téléchargé un PDF et qu'il le lit sur son poste, qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il cherche dedans, est-ce que ça lui est utile ou pas? Eh bien, vous avez peu, voire pas du tout de feedback sur cette expérience utilisateur, et ce qui est bien dommage puisque ça serait des inputs très importants pour vous, voire pour votre entreprise. Alors aujourd'hui, l'objectif est de digitaliser ce qui autrefois était de la documentation papier, et donc ça, le fait d'avoir transformé l'information en PDF est une première étape, certes basique. On va voir qu'avec Fluidtopics, on va pouvoir délivrer le contenu de manière beaucoup plus dynamique, et que c'est un enjeu important pour les industriels ou les gens qui sont en charge de vendre des équipements qui nécessitent beaucoup d'informations techniques. Mais demain, en fait, il faut préparer aussi demain, tout un tas de nouvelles manières d'accéder à l'information vont arriver, avec des casques de réalité augmentée ou des applications de réalité augmentée. Et l'enjeu est effectivement, si on en reste à la documentation technique, à mono-hiérarchique, organisée dans un document unique, global, qui fait 200 pages, et que je dois lire de A à Z, c'est un mode de fonctionnement qui ne correspond pas aux usages déjà d'aujourd'hui et encore moins de ceux qu'on pourra avoir demain sur des nouveaux équipements. On a dans nos clients une grande entreprise industrielle qui fait des ascenseurs. Ils commencent à tester sur leurs techniciens sur le terrain le fait d'intervenir sur les équipements pour les réparations, les maintenances, avec des casques de réalité augmentée dans lesquels il est nécessaire de faire apparaître la documentation adéquate en fonction de l'actions qu'ils sont en train de faire. Donc ça, ça peut paraître de la science-fiction, mais ça commence à arriver en termes de demande. Et c'est ce type d'enjeu que nous adressons avec des systèmes de publication dynamique de l'information tels que celui que je vous présente aujourd'hui. Alors justement, donc notre proposition, une des questions d'introduction était qu'est-ce qu'est Antidote et qu'est-ce qu'est Fluidtopics. Donc Antidote, c'est le nom de la société, et une des solutions logicielles proposées par la société Antidote est la solution Fluidtopics, et elle est dédiée à faire en sorte que ce qui aujourd'hui est malheureusement encore beaucoup vu comme une contrainte, c'est-à-dire j'ai fait un produit de très bonne qualité et je me dois de faire de la documentation technique parce que c'est une obligation, ça peut être une obligation légale dans certains contextes, ça peut être une obligation de marché parce que voilà, je ne peux pas délivrer un produit sans un minimum de documentation, mais c'est une contrainte et je le fais sous la contrainte, alors qu'en fait, à partir du moment où on met en place les bons outils, les bons processus, ça peut devenir un atout. Je le disais en introduction, de plus en plus de remontées terrain nous disent en fait, le fait qu'on puisse accéder facilement à l'information autour de notre produit facilite mon acte de vente et me fait gagner des parts de marché par rapport à mes concurrents. Donc c'est ce qu'on cherche à adresser avec Fluidtopics, c'est transformer l'ensemble de la documentation technique et des informations techniques liées à un produit comme un atout pour l'entreprise et non pas comme une contrainte. Alors pour faire cela, en fait, on a
on liste 4 grands types de fonctionnalités qui vont permettre de servir cet objectif, de rendre la documentation et l'information technique un atout pour votre entreprise. Le premier d'entre eux, c'est d'être capable d'aller prendre l'information technique là où elle se trouve, c'est-à-dire dans vos entreprises. Vous avez des silos d'informations divers et variés. La documentation technique est l'un d'eux, mais d'autres outils sont en place avec des bases de connaissances. Vous pouvez avoir des catalogues qui décrivent vos produits, vous pouvez avoir des outils de PLM qui permettent de concevoir et de faire les plans intrinsèques de vos outils. Et puis vous pouvez avoir des outils de support auprès de vos clients qui vont lister des questions et des réponses qui sont souvent des informations réutilisables et très utiles. Et donc l'ensemble de cette information va être mise à disposition à travers un point d'accès unique, unifié, où en plus on va essayer de mettre du sens, c'est-à-dire d'interpréter le contenu textuel de l'ensemble de ces éléments techniques pour proposer un accès facilité à un ensemble d'informations. Ça, c'est le premier enjeu qu'adresse une solution de Dynamic Publishing, comme on dit en anglais, ou de publication dynamique, parce que, bien entendu, le fait de pouvoir fournir sur base d'API à différentes applications, donc la première d'entre elles, on va le fournir, FluidTopics inclut non seulement la capacité d'aller chercher ces contenus, de les mailler sémantiquement, et va les rendre disponibles à travers un portail, que je vais utiliser d'ailleurs dans le cadre de cette démonstration en deuxième partie, pour présenter l'information technique. Mais FluidTopics, c'est aussi la possibilité d'inclure cette information au cœur de portails déjà existants, donc vos sites, les sites web de vos entreprises, voire dans des applications mobiles ou n'importe quelle application qui est au service du support de vos clients, parce que l'information technique délivrée dans les outils qui sont utilisés par les personnes qui sont en charge de supporter vos clients, c'est un gage d'efficacité pour ces équipes-là, qui sont généralement les premières consommatrices de l'information technique autour des produits. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif est aussi de délivrer cette information au sein d'autres types d'équipements, donc avec des casques de réalité augmentée, des agents bots auxquels vous pouvez poser des questions et qui commencent à vous répondre. Donc là, c'est toutes les technologies de machine learning dont j'ai parlé tout à l'heure, voire d'inclure cette information technique au sein des équipements eux-mêmes, parce qu'ils s'auto-diagnostiquent en cas de panne et qu'ils ont besoin de pouvoir dialoguer avec un utilisateur externe en lui indiquant ce qu'il faut faire pour être réparé, pour essayer, encore une fois, d'améliorer le support à tous ces équipements. Bien entendu, dès lors qu'on commence à combiner de l'information, à donner un point d'accès unique à l'information, il va falloir être très attentif à qui peut accéder à cette information, puisque en fonction de la provenance de cette information et des destinataires, bien entendu, on peut imaginer que les utilisateurs internes auraient accès à beaucoup plus d'informations et les utilisateurs externes pourraient avoir accès à une information plus limitée en fonction de leur implication dans les différents processus. Le deuxième pilier très important, vraiment primordial, c'est le fait de faciliter l'accès à l'information dans les contenus. Jusqu'à présent, en fait, on crée du document. Un PDF, c'est un document papier, c'était un document, mais un PDF, c'est un document. Juste, on ne l'a pas imprimé, mais on manipule des documents. Or, aujourd'hui, ce qui intéresse les utilisateurs finaux, c'est plus tellement les documents, c'est vraiment le mode par défaut quand ils cherchent un document, c'est plutôt l'information qui se trouve dans les documents. Et donc trouver de l'information et pouvoir la lire et l'accéder indépendamment de la structure documentaire qui a été imaginée par les gens qui ont créé le contenu, c'est un enjeu très important. Donc c'est un enjeu qu'on adresse aussi, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, Antidote est un spécialiste de tout ce qui est moteur de recherche, accès à l'information. Et donc bien entendu, nous avons mis dans l'application FluidTopics le meilleur de notre savoir-faire pour proposer la capacité de retrouver dans les contenus textuels de l'information sémantiquement
en tenant en compte de synonymes ou de vocabulaire spécialisé que vous auriez dans votre domaine d'application, en proposant le fait de pouvoir filtrer les contenus en disant je ne veux pas chercher dans l'ensemble de l'information technique, mais dans ce sous-ensemble avec des facettes qui ont un sens métier pour les utilisateurs finaux, avec tout un tas d'autres systèmes que je vous montrerai dans la démonstration de fin de présentation tout à l'heure. Bien entendu, ce type d'application se doit d'être responsive design, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le fait de s'adapter à n'importe quelle taille d'écran pour les équipements que je vais utiliser pour accéder à l'information. Ça peut être aussi bien un desktop, mais ça peut être aussi une tablette ou un smartphone de plus en plus. Le troisième enjeu important, c'est que la structure documentaire implique que l'information a été organisée d'une certaine manière. Quand je me retrouve avec un PDF qui fait 20 pages, 30 pages, 50 pages, quelqu'un a réfléchi à l'organisation de l'information au sein de ce document. Et cette organisation lui a paru logique par rapport à un ou plusieurs cas d'usage. Mais dans la vie réelle, en fait, les utilisateurs et les cas d'usage sont multiples. Et de plus en plus, en fait, un utilisateur ne souhaite pas devoir télécharger 200 pages de documentation si son besoin peut être fourni avec quelques paragraphes de ce document, voire quelques paragraphes de ce document, plus quelques paragraphes d'un autre document, et qui, mis ensemble avec quelques commentaires personnels, vont lui faire une documentation sur mesure pour résoudre un problème sur mesure. Et donc, dans les enjeux de publication dynamique, c'est effectivement de publier des contenus dits officiels qui font référence, mais c'est aussi de donner la possibilité à l'utilisateur final de consommer l'information technique telle qu'il en a besoin lui et pas forcément telle qu'elle a été organisée de manière générique. Donc ça, c'est un deuxième enjeu et que nous adressons aussi en permettant en fait de commenter, de sélectionner, de marquer des endroits où je dois revenir très régulièrement dans la documentation, de créer des dossiers personnels et de partager toute cette information avec une communauté d'utilisateurs, puisqu'il y a aussi cet aspect très important, c'est que autrefois j'étais seul avec mon livre. Parfois, quand j'étais sur le même site géographique, je pouvais partager mes commentaires que j'avais fait dans mon livre papier avec mes collègues. Aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus large, avec des gens qui ne sont pas forcément géographiquement proches les uns des autres, et donc le fait de pouvoir partager, échanger de l'information doit toujours être possible, voire même étendu, indépendamment de l'aspect géographique. Donc, ce type d'enjeu est aussi adressé par des solutions telles que CryptoPix que je vous présente aujourd'hui. Et puis le dernier axe, parmi les quatre, c'est peut-être le plus important, c'est le fait en fait de mesurer la manière dont les utilisateurs finaux consomment les contenus que vous mettez à leur disposition, avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est de savoir si les contenus que vous avez créés apportent satisfaction, c'est-à-dire est-ce que les gens trouvent l'information qu'ils recherchent, comment ils la recherchent, quels sont les mots qu'ils utilisent pour rechercher, est-ce que ce sont les mêmes mots que j'ai moi-même utilisés pour décrire mes produits, si ce n'est pas le cas, dois-je améliorer les notions de synonymie pour faciliter encore l'accès à l'information, quelles sont les parties de documentation qui sont les plus lues, les plus commentées, les plus réutilisées. Toutes ces informations sont extrêmement importantes et une application comme CryptoPix va les traquer dans un entrepôt Big Data qui permettra après de constituer en fait des indicateurs très très utiles à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement de mesurer la satisfaction du client. Le deuxième niveau, ça va être à partir du moment où j'augmente la satisfaction du client, on m'appelait moins, donc je vais réduire mes coûts de support interne. Et puis un troisième axe très important, c'est je vais savoir comment focuser mes efforts d'amélioration de mes contenus sur ceux qui sont le plus souvent recherchés, le plus souvent commentés, le plus souvent réutilisés. Et ça va permettre d'organiser mieux mon travail en termes de création de contenu, décrivant mes produits. Bien entendu, si je sais comment les gens lisent les contenus qui décrivent mes produits, je peux en déduire la manière dont les gens
utilise le produit en lui-même. Et donc c'est aussi des inputs très intéressants pour un service de marketing ou de conception des produits eux-mêmes, parce que si je me rends compte que tous les utilisateurs cherchent comment installer mon produit, c'est peut-être qu'il y a un problème de conception dans la phase d'installation et que je peux peut-être le revoir pour les versions suivantes de mon produit. Et cet input terrain, eh bien, je peux le collecter à travers la publication de l'information technique à partir du moment où j'ai un système de publication qui est bidirectionnel et non pas, tel que c'est souvent le cas avec des PDF, je diffuse et qu'est-ce qui se passe après, je n'en sais rien. Ce slide montre en fait qu'aujourd'hui, la vision que l'on a chez Antidote de la publication d'informations techniques, on est à l'étape 1, on va dire. Alors c'est figuratif de notre roadmap, mais l'étape 1, c'est effectivement ce que l'on fait d'ores et déjà, et je vais vous le montrer d'ici quelques secondes, c'est de délivrer de l'information dynamiquement et sémantiquement au sein d'une ou plusieurs applications, que ce soit un portail Internet ou que ce soit des applications mobiles. L'étape d'après, sur laquelle nous sommes en train de poser les briques qui permettront de l'atteindre, c'est d'être proactif auprès des utilisateurs finaux. Un exemple, à partir du moment où je suis capable de tracer ce qui se passe sur le portail, autour de l'accès au contenu technique, ça veut dire que je peux définir des patterns d'usage et des groupes de use case qui me permettent d'anticiper que si une personne cherche ceci, puis lit cela, et finit par chercher ceci après avoir lu cela, eh bien je sais que tous les autres qui ont fait ce type de parcours client ont fini par trouver l'information utile à tel endroit. Et bien plutôt que d'attendre qu'ils la trouvent, comme tous leurs prédécesseurs, je peux mettre en place des mécanismes qui vont pousser l'information utile à l'utilisateur sans attendre qu'il la trouve par lui-même. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler des systèmes plus proactifs qui vont encore améliorer le support au client final, parce que on est dans des sociétés où aujourd'hui, de plus en plus, on est habitué dans notre monde de tous les jours à avoir de l'information qui nous arrive de manière contextuelle, et dans le monde professionnel, c'est encore très très peu le cas. Donc l'objectif d'une application comme Topic, c'est d'apporter ce type de fonctionnalité de manière utile par rapport à des enjeux business, en étant proactif auprès des utilisateurs finaux, on les rend plus efficients, et donc on améliore la productivité des équipes qui accèdent au contenu technique. Puis la dernière étape, j'ai déjà un peu dit en introduction, c'est d'être capable de faire ça dans d'autres types d'applications avec d'autres types d'équipements, tels que la réalité augmentée, pour que quelqu'un qui regarde un équipement, en fait, on puisse lui délivrer l'information adéquate pour que, en fonction de ce qu'il fait avec ses mains, sans avoir à interagir avec un clavier ou autre, lui délivrer l'information vraiment adéquate pour son besoin du moment. Voilà un petit peu la roadmap que l'on s'est fixée, avec la première étape qui est d'ores et déjà bien atteinte et plébiscitée par les gens qui ont fait le choix de ce type de système, et puis les autres qui arrivent au fil de l'eau, peut-être dans les mois et les années qui viennent. Voilà, quelques exemples de sociétés qui ont franchi le pas, qui ont arrêté et rangé le PDF, ou qui ont gardé le PDF pour des usages très ciblés dans des environnements très particuliers, mais qui préfèrent compléter le dispositif, voire donner la priorité dans le dispositif à quelque chose de beaucoup plus dynamique en termes d'interaction avec leurs utilisateurs finaux. Voilà, je vais basculer maintenant vers une plateforme de démonstration qui est publique. Vous voyez l'adresse ici. Vous pouvez vous créer un compte en passant sur notre site web principal qui s'appelle fluidtopics.com, et par ce biais-là, vous aurez un compte qui est gratuitement, qui sera créé sur la plateforme, que vous pourrez utiliser par vous-même. Après, tel que je vais le faire maintenant à travers le partage d'écran. Donc forcément, vu qu'il y a partage d'écran, ça va forcément être moins fluide que quand vous l'utiliserez par vous-même, mais je vous laisserai découvrir cela après le webinaire si vous le souhaitez. Alors, je ferme ma présentation. Je partage
ma fenêtre. Alors, j'ai remarqué que quand je changeais d'écran, parfois de votre côté, il était nécessaire de réajuster la taille de l'écran. Donc, je vous invite à le faire. Vous devez avoir un petit pop-up qui est apparu quelque part sur votre écran disant que vous pouvez réajuster la taille de l'écran pour avoir tout l'écran que je présente disponible. Alors, j'ai ouvert un portail. J'ai même pas pris Discover. Discover existe aussi, hein, donc je vous en montrerai plusieurs. Là, j'ai pris le portail officiel de la documentation technique des logiciels fournis par Antidote, puisque bien entendu, nous utilisons nous-mêmes le produit que nous vendons au marché. Donc là, c'est la plateforme qui s'appelle doc.antidote.net. C'est un portail clé en main que l'on peut fournir à nos clients et qui permet de faciliter l'accès à l'ensemble de l'information technique, donc là en l'occurrence de nos logiciels. Donc comme vous le voyez, je me suis identifié, ce n'est pas obligatoire, on peut avoir des portails publics, hein, puisque certains de nos clients mettent à disposition de l'information technique au grand public, ne nécessitant pas de s'identifier. Si je suis identifié, on verra que j'ai des fonctions supplémentaires, notamment sur tout l'aspect collaboratif autour des contenus techniques. Donc la logique que l'on a retenue sur ce portail FluidTopics, c'est une logique de moteur de recherche, grande case de recherche sur une page épurée qui permet en fait de faciliter l'accès à l'information. Donc là, si je cherche comment on gère la notion de user, donc notre documentation est en anglais principalement, voilà, il me suggère des mécanismes d'autocomplétion qui permettent de rechercher dans l'ensemble des documents, voire des paragraphes dans les documents, tout ce qui parle d'utilisateur ou de user en anglais. Vous voyez que c'est tolérant faute de frappe, c'est-à-dire si je rajoute un R de plus, il continue à me faire des suggestions avec user. Alors effectivement, au bout d'un certain temps, si je fais trop de fautes de frappe, eh bien, la tolérance s'arrête. Mais tous les mécanismes qu'on s'attend à avoir pour faciliter le fait de poser une question, et que si ma question n'est pas exactement telle qu'elle a été décrite dans les contenus, ça réagisse quand même. Bien entendu, tout ça est dans le produit FluidTopics par défaut, comme je vous l'ai dit. Nous sommes des spécialistes du moteur de recherche et donc c'est un axe que nous avons travaillé en y mettant tout notre savoir-faire accumulé depuis 18 ans d'existence. J'arrive donc sur un deuxième écran qui est la liste de résultats qui me présente tout ce qui concerne la notion de l'utilisateur dans la documentation, avec donc, sur la partie droite de l'écran une liste de résultats qui va me présenter soit des documents, donc j'ai un back-office user guide, j'ai un FluidTopics user guide, soit d'autres types de documents tels que des technical notes, et ces documents vont se décliner en différentes versions, hein, puisque je peux faire des documents qui ont des versions qui correspondent à des équipements qui ont les mêmes versions, et FluidTopics va clusteriser tout ça pour ne pas me présenter 10 fois le même résultat, mais bien présenter le fait qu'il existe un back-office user guide et que après je peux y accéder dans différentes versions. C'est valable au niveau d'un document et c'est aussi valable au niveau de paragraphes de documents, puisque beaucoup de systèmes de rédaction de documentation technique permettent de réutiliser ce qu'on appelle des topics en anglais, donc des paragraphes, pour assembler des documents qui réutilisent des paragraphes génériques que je retrouve dans différents documents. Dans FluidTopics, vu qu'on va indexer au niveau du topic, donc du paragraphe, la pertinence du moteur de recherche va être sans commune mesure avec un moteur de recherche que vous poseriez au-dessus de PDF. Parce qu'indexer un PDF de 200 pages, il va réagir à peu près à tous les sujets que les gens vont rechercher, et ça ne va pas vraiment aider les gens à trouver quelle est la partie du document qui va répondre à leurs questions. Alors qu'indexer au niveau d'un paragraphe va être beaucoup plus pertinent. Sur la partie gauche de l'écran, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des facettes de filtrage, c'est-à-dire que là, j'ai par défaut cherché dans toute la documentation, mais je peux lui dire, je veux chercher que dans la documentation de FluidTopics. Et au lieu d'avoir 889 résultats, je n'en ai plus que 359. Et puis si je dis en plus que je veux voir la documentation que de la dernière version, qui correspond à celle que j'ai chez moi, eh bien je vais restreindre au fur et à mesure le contexte de ma recherche, jusqu'à identifier exactement ce qui va correspondre à mon besoin. Ici, un exemple
d'un topic, d'un paragraphe qui a été réutilisé à 2 endroits, dans 2 documents différents, et que je vais pouvoir lire dans 2 contextes différents. Donc, depuis ma liste de résultats, j'ai la possibilité de voir un petit abstract de la partie texte qui correspond à mon besoin. Donc là, j'ai cherché user, il me dit que ce contenu contient une phrase « when a user forgets the password », etc. Donc, avec mise en gras des mots recherchés, je vais pouvoir prévisualiser le paragraphe sans quitter la liste de résultats. Donc, je n'ai même pas besoin d'ouvrir le document. Je peux lire tout de suite le paragraphe. Et si l'information que je cherche est là, eh bien, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Si je veux lire le paragraphe dans le contexte du document, ben, je n'ai qu'à cliquer sur le titre du paragraphe et s'ouvre le 3e type d'écran du portail Flutopix, qui est le lecteur embarqué, donc qui est un lecteur responsive design qui marche aussi bien sur grand écran que sur petit écran, et qui m'ouvre le document en question, Flutopix Administration Guide, et qui m'ouvre exactement au bon endroit dans la table des matières sur le paragraphe que je souhaitais lire. Et puis, une fois que je suis là, je peux descendre. Donc, si je suis sur une tablette, j'ai juste à faire glisser mon doigt sur l'écran pour lire de manière très très fluide un document qui est généré en HTML5, donc ce qui veut dire qu'il peut inclure du texte, de la vidéo, du son, etc. Et je vais pouvoir lire ce document soit en utilisant la table des matières, soit en le lisant, en faisant glisser l'écran. Donc c'est du streaming, c'est-à-dire que c'est comme si vous lisiez une vidéo sur YouTube, vous n'avez pas besoin d'attendre de télécharger les 300 mégas de la vidéo pour commencer à la lire. Bien là c'est pareil, vous n'avez pas besoin d'attendre de télécharger les 200 pages de PDF pour commencer à lire, vous êtes directement positionné dans le document et vous commencez à lire et l'écran s'adapte en fonction si vous lisez vers le haut ou vers le bas. Vous avez des fonctionnalités diverses et variées, je ne vais pas avoir le temps de tout les lister, mais vous avez la possibilité de créer des bookmarks. Donc c'est le fait de mettre un post-it à un endroit dans le document, je choisis couleur bleue pour le post-it. Et voilà, maintenant j'ai un bookmark dans mon document qui me permet de sauter d'un endroit à un autre dans le livre en fonction de mon bookmark. Je vais avoir la possibilité d'aller créer des dossiers personnels en disant ceci, je veux le rajouter à un book que je me crée moi-même, et je rajoute cette partie dans un book qui est mon dossier personnel que je vais pouvoir présenter après et utiliser dans une bibliothèque de livres que je me crée, dans lequel j'ai sélectionné des parties de documentation qui correspondent à mes besoins, dans lequel je vais pouvoir aller rajouter des introductions, des commentaires qui vont venir décrire et qui vont être en fait après une publication personnelle que je vais pouvoir partager avec d'autres utilisateurs ou garder pour mon usage personnel si c'est nécessaire. Voilà. Alors, je vais en rester là pour la partie présentation. Le but était plus de vous présenter des principes qu'un produit. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du produit parce qu'il me faudrait bien plus que 3 quarts d'heure pour le faire. Je vais répondre à vos questions. Alors, il y a des questions. Y a-t-il des questions? Je vais voir. Je vais reprendre depuis le début du fil de votre chat. Alors en fait, je vois que c'est des questions qui concernent plus... Alors il y a une question sur votre site est en anglais, vous n'êtes pas français. Alors c'est une bonne remarque. Si, nous sommes français, la société, le siège de la société est à Lyon, les actionnaires sont tous les 3 français. C'est juste qu'en fait le produit Flutopix se vend presque mieux à l'international qu'en France, et donc on a fait le choix de développer le produit, de le documenter en anglais, et on fait beaucoup de présentations en anglais. Ce qui fait que, comme vous l'avez vu, j'ai des slides qui sont en anglais et je dis beaucoup d'anglicisme dans ma présentation en français parce que j'ai plus l'habitude de la faire en anglais qu'en français. Alors, une autre question, votre solution se connecte-t-elle à des solutions PIM, Product Information Management,
ou à la gestion des données commerciales. Alors nous avons un certain nombre de connecteurs sur étagère qui permettent en fait de se connecter très facilement avec des applications que l'on trouve très souvent dans le marché. Et puis après, on est capable de faire des connecteurs sur mesure en fonction des différentes applications que l'on rencontre. Alors, est-ce que ça s'intègre à un site ou est-ce un site en plus? Alors là, il y a plein de choix possibles. Effectivement, ça peut être un site en plus avec des liens vers le site de la documentation technique, puisque chaque endroit dans la documentation est une URL stable, donc facilement intégrable dans un autre applicatif. Mais ça peut être aussi intégré à base des API que l'on délivre. Je vous ai montré la vitrine, qui est l'application clé en main. Mais vous avez la possibilité d'intégrer ça à base d'API dans d'autres applications. Alors, autre question. Topic égale rubrique peut contenir plusieurs paragraphes. Alors oui, là comment on crée les topics, ça c'est plus un sujet amont du fait de les publier au final. Habituellement, on dit qu'un topic doit se suffire à lui-même en termes d'information et qu'il doit avoir une taille qui permet, à sa lecture du début à la fin, d'être autonome par rapport à d'autres topics. Donc, ça, c'est des règles institutionnelles, mais après, chacun fait en fonction de son contexte. Une question, je suis en institut de formation, on a des fiches formation en PDF. En quoi votre outil peut aider à rechercher de l'information? Est-ce que c'est adapté? Alors, je ne l'ai pas dit, mais bien entendu, dans le monde idéal, tout le monde est passé à la documentation structurée, réfléchi à la structure des topics, au découpage de l'information. Dans la vraie vie, beaucoup d'informations restent dans des documents monolithiques type PDF. Et bien entendu, Flutopics est capable d'indexer aussi des PDF et de restituer des PDF. Et puis il y a une autre option qui est de reprendre les bribes d'informations qui ont permis de générer les PDF quand vous les avez encore et de transformer ça en une information structurée pour qu'elle soit lue de manière structurée par Flutopics. Donc là, tous les cas sont possibles. Si vous avez des cas très particuliers, n'hésitez pas à me poser les questions par la suite à travers le contact qu'on peut garder grâce à Webikeo et à nos contacts. Voilà, j'arrive au terme de la présentation. Je crois que je n'ai oublié aucune question. Alors si j'en vois une autre, dans la démonstration, les topics sont des documents indépendants où la découpe est-elle faite à l'annexation en utilisant par exemple les chapitres? Alors, effectivement, si les documents qui sont fournis à Flutopics ne sont pas découpés, on peut effectivement les découper au moment de l'indexation. Et puis quand vous avez des systèmes amont, des systèmes d'autoring qui permettent de créer de la documentation de manière structurée, et bien dans ce cas-là, on récupère le découpage qui a déjà été fait et on l'utilise pour reconstituer le document à l'écran, mais en gardant bien le document découpé pour qu'on puisse calculer la pertinence au niveau de chaque chapitre et non pas au niveau global documentaire. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à prendre contact avec nous sur notre site flutopics.com ou flutopics.com. Si vous avez des questions particulières ou des cas d'application particulière, je serai enchanté de pouvoir vous y répondre directement. Bonne fin de journée à vous, à très bientôt.